Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à cette édition, le sommaire. À l'instar des autres secteurs du Bénin, celui de l'industrie et du commerce a été réformé par le gouvernement du président Patrice Talon. Le ministre Shadia Asuman en parle dans l'émission Reddition de comptes PAG 2021-2026. On parle également de religion islamique dans cette édition, notamment de la portée de la nuit du destin. Sport, qualification pour la Coupe du Monde 2026. Dans le cadre de la 5e journée, le Bénin affronte le Zimbabwe. Hier mercredi, la séance d'entraînement des Guépards a été suivie par une de nos équipes. Des détails dans cette édition. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Bonsoir à nouveau. Le gouvernement béninois a entrepris depuis 2016 des réformes réglementaires pour redynamiser le secteur de l'industrie au Bénin. Lors de l'émission Reddition de comptes PAG 2021-2026, un entretien télévisé co-animé par Marie-Léa Yemadjo de la télévision nationale et Angèle Toboula de E-Télé Bénin, la ministre du Commerce et de l'Industrie Alimatou Shadia Asuman s'est prononcée sur les réformes engagées dans le domaine industriel avec l'adoption du nouveau code des investissements. On suit ensemble. Avant 2016, je voudrais saluer le courage de ceux qui ont entrepris et de ceux grâce à qui on a trouvé une industrie embryonnaire qui se résumait à l'égrenage de coton, quelques cimentiers et quelques 3 ou 4 industries qui bénéficiaient des dispositions de zones franches industrielles. Voilà ce à quoi se résumait notre industrie. Et vous savez, ce n'est pas avec ça que nous allons créer 300 000 emplois, ce n'est pas ça qui occupera ne serait-ce que 10% de notre jeunesse. C'est plutôt mettre en place une politique industrielle qui permettra d'absorber la jeunesse, mais surtout de créer la richesse, l'emploi et également de mettre en place une politique qui nous permettent d'avoir également de la compétence. La première réforme majeure dont je vais parler, ça sera plutôt une réforme réglementaire. C'est l'ambition que nous avons affichée à travers un nouveau code des investissements. Un code des investissements ambitieux à travers donc, la loi 2020-02 du 20 mars 2020 qui nous a permis d'attirer plus d'investisseurs, de rendre le Bénin attractif. Et donc, c'est ce code des investissements qui nous a permis aujourd'hui d'arriver à plus de 40 industries réellement installées, non seulement dans les zones industrielles, mais également hors des zones industrielles et d'ailleurs sur toute l'étendue du territoire. Nous sommes très fiers également de vous parler de la zone économique spéciale qui nous hisse dans le pays, dans le concert des nations industrielles aujourd'hui en Afrique. On ne parle pas d'industrie en Afrique, effectivement, sans parler du Bénin. Et donc, c'est grâce à cette zone économique spéciale qui a été renforcée donc, par la loi 2022-38 du 3 janvier 2023 qui permet d'avoir toutes ces dispositions qui créent énormément d'emplois. Pour donner notre idée, aujourd'hui, Glodibé, c'est plus de 30 000 emplois. Et notre ambition, c'est qu'en 2030, on soit à 300 000 emplois. Glodibé, c'est une ville dans la ville.
Et donc, une fois encore, c'est grâce à cette ambition qui est affichée clairement d'ici le Bénin dans le Conseil des Nations des pays industrialisés. De toutes les façons, aucun développement n'est possible sans industrie. Ça, c'est une réalité. Permettez-moi de revenir sur notre politique d'industrialisation qui se fait aujourd'hui. Avant 2016, comment peut-on parler d'industrie? Et c'est pour ça que d'ailleurs je parlais tout à l'heure de courage de ceux qui ont entrepris l'industrialisation. Comment peut-il créer beaucoup d'emplois quand la rentabilité est à peine visible? On ne peut pas parler d'industrie sans énergie. On ne peut pas parler d'industrie sans matières premières. Et donc, quand on met en place des industries et qu'on n'a aucune politique derrière de mettre à disposition de la matière première, de mettre à disposition l'énergie qui est le moteur de l'industrialisation, vous voyez qu'on ne parlait pas d'ambition, mais on parlait plutôt d'initiatives privées, de patriotes qui parlaient d'industrialisation. Nous avons le coton, nous sommes premiers producteurs, d'ailleurs que depuis 2016. Nous parlons du soja, où nous faisons plus de 500 000 tonnes. Nous parlons d'anacarde, nous parlons de karité, dont la nature nous a fait don, puisque le karité, ce n'est pas de la récolte, mais c'est plutôt de la collecte. Donc nous faisons de la collecte de noix à travers les femmes, et après on doit transformer. Grâce à GloJigbe aujourd'hui, toutes ces spéculations sont transformées. Pour la première fois, on parle de réelle industrie textile. Pour la première fois au Bénin. Quand, grâce aux politiques mises en place, que ce soit agricoles ou énergétiques, on est arrivé à être premier producteur de coton, c'est avec beaucoup de fierté qu'on arrive à dire oui, nous allons enfin parler d'une réelle industrie textile. Nous avons aujourd'hui des capacités installées à GloJigbe et d'ailleurs sur toute l'étendue du territoire. Nous pouvons sans nous tromper dire qu'on peut aujourd'hui transformer la quasi-totalité de notre production d'anacarde. Pour le soja, pareil. Nous allons bientôt atteindre notre 100% de notre transformation en termes de soja. Nous n'y sommes pas encore, mais nous y arrivons. Suivons à présent cette capsule vidéo liée à la viabilisation de la G10. C'est l'un des secteurs ayant subi une importante révolution depuis quelques années au Bénin et qui se démarque par une amélioration constante de sa compétitivité. Le secteur industriel s'attelle à promouvoir la transformation des produits miniers ou agricoles du terroir et pourtant, quelques années plus tôt, rien ne laissait présager une telle avancée. En 2016, le secteur industriel devient l'un des leviers importants de la chaîne économique du Bénin à connaître un changement sans précédent, ceci malgré les nombreux défis. En effet, Semepodji, disposant initialement de 4 unités, s'est vu doté d'une douzaine de nouvelles industries ayant généré plus de 8000 emplois contre 1000 avant 2016. De nouvelles conditions de disponibilité favorisent et accentuent la métamorphose. La révolution intervient également à GloJigbe grâce à l'implémentation d'une zone industrielle. Sur une superficie de 16 km², la zone industrielle de GloJigbe abrite une vingtaine d'industries à la pointe de la technologie. Ce hub industriel de la valorisation du Made in Bénin hisse la production locale sur l'un des plus grands marchés internationaux. Juillet 2023, environ 2 ans après ses travaux d'aménagement, la GDIZ, à travers la CIPI Bénin, livre sa première exportation de 70 000 vêtements Made in Bénin à la marque américaine The Children's Place, faisant entrer le Bénin dans le cercle très fermé des producteurs de dérivés de textiles à travers le monde. Nous avons travaillé avec différentes marques de par le monde. Si la marque TCP, Children's Place, nous a fait confiance, ça va faire écho partout dans le monde et les marques de vêtements vont comprendre que désormais le Bénin est une destination qui est capable de leur fournir des vêtements.
Après les États-Unis, le Bénin, à travers la GDIZ, s'impose également dans la conquête du marché européen avec une exportation cette fois-ci de 80 000 pièces de vêtements pour la prestigieuse marque française Kiabi. En ce qui concerne la marque Kiabi, nous allons pouvoir livrer dans les 2 à 3 prochaines années entre 20 à 30 millions de pièces de vêtements. Également, depuis 2016, des progrès ont été relevés en ce qui concerne l'actualisation du Code des investissements ayant permis d'agréer 47 projets industriels privés de montant total d'investissement estimé à plus de 225 milliards de francs CFA. La révolution industrielle s'étend également au nord du pays à Djougou, où l'industrie cotonnière atteint une nouvelle dimension avec le lancement des essais à charge de l'usine d'égrainage de coton de la société cotonnière Socopa. En termes de perspective, la viabilisation de la GDIZ et des zones industrielles de Semepoji et de Gakpé seront finalisées pour des impacts plus grands. Une zone industrielle sera créée dans la région septentrionale et des usines de production seront installées à partir de notre granit, marbre, Adassa, Wessé et Savet pour la réalisation de carreaux. Les producteurs de coton, de cajou et de soja ont visité lundi dernier la zone industrielle de Glodjigbe. C'était une initiative de la dynamique Talon Continu présidée par le docteur Bertin Corvi. Le point de leur visite est signé Anaël Dou. Les agriculteurs producteurs de coton, de cajou et de soja en immersion à la GDIZ, organisée par la dynamique Talent Continu, présidée par le docteur Bertin Corvi, cette visite a pour but de faire découvrir aux hôtes la destination de leur production. Cela permettra d'éviter les fuites de produits et bien d'autres maux. Il faut en réalité éduquer nos populations, éduquer la société civile, pour que tous les Béninois deviennent contrôleurs, deviennent ceux qui font la lutte contre la fraude. Parce que celui qui fraude a toujours quelqu'un qui le voit, qui n'a pas d'intérêt immédiatement. Nous amenons les producteurs de coton, d'acajou, de soja à venir voir ce qu'on fait de leurs matières premières, combien ils travaillent, à combien ça permet de vivre et d'avoir de revenus. Nous allons leur montrer aussi ce qu'on fait des revenus gagnés, les routes qu'on fait, les logements sociaux, les marchés, etc. Donc, à force de leur parler qu'ils ne croient pas, nous avons décidé tout simplement de les faire venir parce que voir une fois, c'est mieux que d'entendre 100 fois. Et quand j'ai vu ce qui se fait sur place, je me suis dit, peut-être qu'en amenant des Béninois voir ça, ma foi, ils vont entrer dans la dynamique pour que, oui, la dynamique Talent Continu, qui n'est pas forcément que Talent Continu en 2026, je voudrais le rappeler ici, mais qui est plutôt que sa façon de faire, la construction, le développement qui est en cours continue, Inch'Allah. D'une usine de textile à celle de soja et après de cajou, les producteurs sont émerveillés par la vision du chef de l'État, Patrice Talon, mise en œuvre au sein de la GDIZ. C'est extraordinaire. Je dis bien, c'est extraordinaire, ça dépasse l'entendement. Mais il faut venir voir afin d'apprécier. Et je crois que ce que nous avons vu ici, nous, communauté Peul, nous sommes beaucoup plus dans des zones où, loin des caméras, loin de la police, loin des douanes. Et il nous incombe en tant que, désormais, les ambassadeurs de la GIZ, des ambassadeurs de Dynamique Talent Continu, toute fraude que nous allons constater, de dénoncer cela. Ce que moi, j'ai vu ici, là, si ce n'est pas en Europe, tu ne peux pas voir ça. Aujourd'hui, moi, j'ai vu le coton de Bani Kora ici, à l'usine de Glodjigbe. Et j'ai vu le soja, la canne, la cajou et tous les cotons. Ce que j'ai vu ici, je ne peux pas même parler ça. Des chants pour signifier qu'avec le président Patrice Talon, seuls les travailleurs se font une place.
Cette première vague de 20 producteurs a rendu une visite de courtoisie au ministre d'État Abdoulaye Biotchane qui a prodigué de précieux conseils aux hôtes. Le président de la dynamique Talent Continu, le docteur Bertin Korovi, va déplacer 100 autres producteurs pour le même exercice durant les 3 prochains mois. Dans un communiqué en date du mardi 18 mars dernier, le maire de la commune de Porto-Novo enjoint que tout espace public de la ville capitale soit libéré par ses occupants, et ce avant le 1er avril prochain. Le maire prévient que passé ce délai, la direction des services techniques de la mairie sera instruite pour dégager les espaces concernés afin que la force reste à la loi. La décision est consécutive, il faut le préciser, à un constat. Il s'agit notamment de la recolonisation des espaces publics dont notamment les trottoirs, les terre-pleins centraux et même certaines voies publiques de la ville, explique Charles Bagna-Koti dans sa note. Le maire rappelle que l'occupation des espaces publics est une pratique contraire à la réglementation en vigueur au Bénin. Charles Bagna-Koti a aussi rappelé ou propriétaires des chantiers de construction que les devantures des maisons relèvent du domaine public et ne sauraient être occupées. En tout état de cause, la police républicaine, la direction des services techniques et de la mairie, et les chefs d'arrondissement sont chargés de veiller au respect strict de la loi sur le territoire de la ville. Peut-on lire dans le communiqué. Le maire dit compter sur l'esprit civique de chacun et de tous pour ne pas arriver au déguerpissement. Autre information dans cette édition, l'ancien député béninois Dadeliji Parfait Roigny s'est éteint ce mercredi 19 mars au Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukou-Maga de Cotonou des suites d'une maladie. Il a marqué la vie politique, il faut le préciser, à travers son engagement au sein des 6e et 7e législatures du Parlement. Et il faut noter que c'est un originaire de Djidja. La nuit du destin est l'une des nuits les plus importantes du mois de Ramadan, une nuit durant laquelle les fidèles musulmans sont invités à pratiquer l'aumône. L'importance et la portée de cette cérémonie sont présentées ici par Bassirou Lassisi, un islamologue. La communauté musulmane a débuté le mois de Ramadan il y a quelques jours et nous voyons vers les 10 dernières nuits, derniers jours de ce mois de Ramadan. Et cela qui interprète correctement le verset coranique qui a dit « Ayyaman ma'douda ». Il dit le mois de Ramadan, c'est quelques jours seulement qui sont comptés. Ce qui veut dire que si vous vous amusez dans ce jour, dans ces jours, vous allez retrouver le mois terminé dans un laps de temps. Voilà les 10 derniers jours du mois de Ramadan ou les 10 dernières nuits du mois de Ramadan qui sont là pour ceux qui n'ont pas pu adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit dans les 2 premiers ou bien les 20 premiers jours. Alors, ce qui veut dire que il y a encore assez de chances de multiplier ces actions, de multiplier l'adoration, puisque les 10 derniers jours du mois de Ramadan ont assez de mérites. Parmi ces mérites, nous avons la nuit de Laylatul Qadr. Laylatul Qadr khayru min alfi shahr, comme l'a dit le Coran. Laylatul Qadr, c'est la nuit de destinée. C'est la nuit où Allah subhanahu wa ta'ala renouvelle tout. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Dans cette nuit, c'est tout comme le destin renouvelé. Et c'est Allah qui s'en charge de cela. Et dans cette nuit, comme Allah l'a qualifiée, elle est meilleure plus que 1000 mois. 1000 mois qui veut dire à peu près 84 jours, 84 années avec quelques mois là-dessus. Cela veut dire que la nuit a tellement de portée qui est égale à 1000 mois.
ça nous donne une compréhension claire que chaque bonne action que nous allons poser et qui sera coïncidée en cette nuit de destinée, de valeur, c'est-à-dire que nous l'avons faite pendant cette durée, c'est-à-dire 1000 mois. Un exemple, si j'arrive peut-être à donner 100 francs en aumône dans cette nuit, et que par hasard, cette nuit coïncide à la nuit de destinée de Laylat al-Qadr, la récompense qui existe dedans, c'est tout comme je l'ai fait pendant 1000 mois. J'aurai cette récompense. Alors, pour nous dire que cette nuit est tellement importante, mais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne nous a pas orientés directement vers cette nuit. C'est une nuit cachée et que c'est nous-mêmes qui en avons déployé assez d'efforts pour pouvoir la rencontrer. Alors, pour avoir des garanties 100 sur 100 que les fidèles musulmans auront à coïncider la nuit dans leur adoration, ils viennent s'installer dans la mosquée dans ces 10 dernières nuits. Il y a d'autres qui font itikaf. Itikaf, c'est abandonner tout dans la maison et venir s'installer dans la mosquée. Nuire tes jours pour le cas de l'adoration pendant ces 10 jours seulement. Alors, il y en a d'autres que les préoccupations d'un côté à un autre ne les permettent pas de s'installer dans la mosquée. Alors, eux, ils viennent les nuits à partir de 0 heure pour officier des prières nocturnes, alors avec l'intention que cette nuit, ils auront la confiance ou bien la certitude qu'ils ont pu rencontrer cette nuit. Pour nous dire que les 10 derniers jours du mois de Ramadan ont assez de mérite. Et la plus grande mérite qui est dedans, c'est la nuit de destinée et qu'Allah nous montre cette nuit avec sa grâce et sa bénédiction. Cette année, la période de carême chrétien catholique a débuté le 5 mars et va s'achever au soir du samedi saint, le 19 avril 2025. Une période au cours de laquelle les chrétiens observent la prière et le jeûne. Plus de précisions avec le père Hubert Kedouide de la paroisse Bon Pasteur de Cotonou au micro de Kanté Amoussou. Alors, quand on parle de jeûne, ce n'est pas seulement jeûne de nourriture. On peut demander aux jeunes d'aujourd'hui de jeûner le cellulaire, de laisser le cellulaire, le portable, la télévision, etc. On peut faire jeûne de colère. Ceux qui ont une facilité d'être hors d'eux-mêmes peuvent s'autodiscipliner. On peut faire jeûne de bavardage, d'insultes, de calomnie, etc. Il y a tellement de choses qu'on peut faire pour s'autodiscipliner. Mais quand on parle de la nourriture, l'Église recommande de se priver de la nourriture, non pas pour retrouver sa silhouette, comme c'est le temps maintenant de promouvoir cette façon esthétique d'être et de diminuer les graisses pour se préserver des maladies. Ce n'est pas comme ça la dynamique du jeûne. Le jeûne de la nourriture est recommandé très fortement. Il est presque demandé de tout faire pour que, au moins les 2 jours que je peux, mercredi descendre et vendredi saint, que vraiment qu'on jeûne à l'eau et puis un peu de pain, sinon de ne pas marcher. Mais là encore, il y a des limites pour ceux qui sont malades, ceux qui sont âgés, ceux qui sont trop petits, ceux qui aussi font des travaux qui leur demandent beaucoup d'énergie. Parce que si, à cause de ma foi, je ne mange rien, je ne bois pas, et puis après, j'ai des problèmes, je peux être incapable de travailler. Donc, l'Église regarde tout ça. Mais en dehors de ça, l'Église donne les 40 jours pour que, pendant tout ce temps, on fait l'expérience du manque. C'est ça. On diminue tout. Et en diminuant tout, on comprend davantage qu'on est appelé à partager. Puisqu'on fait l'expérience de ce que les autres vivent ordinairement.
On parle de société, de fait de société. Dans cette édition, l'infidélité peut être définie comme le fait de partager des relations intimes et sexuelles avec une personne autre que son partenaire légal. Mais cet acte pourrait-il conduire au divorce? Une question à laquelle ont répondu quelques citoyens rencontrés par Francis Fahami et Nasserine Fatoumi. C'est une raison capitale. Si la femme me trompe là, je vais la chasser directement. Il ne faut même pas hésiter avant de le chasser. Si tu maries une femme, la femme n'a pas le droit d'aller tricher ailleurs. Mais l'homme peut partir aller chercher une autre femme. Tant que la femme s'est unie avec l'homme, la femme n'a pas le droit de tricher encore ailleurs. Ça, c'est pas une bonne chose. Il arrive qu'on se voit, qu'on se marie spontanément, sans connaître l'autre. C'est tout ce qui arrive. Et aussi, il y a un problème de stérilité. Que si c'est une femme qui est stérile, et l'homme a cherché, il n'a pas trouvé enfant, ça peut aussi amener le divorce. L'homme a droit à marier au moins 2 à 3 femmes. Mais la femme a droit à un seul homme. C'est comme ça. Il y a les femmes en majorité qui font ce système-là. Et ils sont chez leur mari et pourtant, tu vas les voir dans des chambres de passage. C'est pas bon. C'est pas du tout bon. Donc sincèrement, l'homme peut tout faire. L'homme peut tout faire, mais la femme, elle est condamnée de rester là où chez son mari, c'est tout. Mais c'est quelque chose qui existait depuis la nuit des temps. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Donc plus l'être humain, le monde est en train d'évoluer et l'être humain s'accroît. Donc ce serait encore plus grave. Si moi je sens un jour où ma femme a triché ailleurs, je ne vais pas encore la regarder, je vais la chasser en même temps. Parce qu'il y a d'autres qui disent qu'on va les amener dans notre famille, puis on va leur laver les pieds. Ça c'est inutile. Si tu le laves ça, tu as encore aggravé la situation mon frère. Renvoie-la totalement. Mais si tu l'amènes au village et puis on la lave encore le pied, si elle revient, c'est le plus pire qu'elle va faire. Donc selon elle, donc ça veut dire que tu l'as ouvert, la grande porte. Tu fais ce qu'elle veut. Si elle fait, tu vas l'amener, tu vas encore laver le pied, elle va encore revenir une fois. Ça, c'est pas une bonne chose. L'infidélité de l'homme ou de la femme ne suffit pas qu'on aille au divorce. Mais après l'infidélité, il y a d'autres choses qui viennent, qui suivent l'infidélité. Parce que j'ai ma femme et je la vois avec un autre homme dans une position inacceptable. Alors, vous-même, regardez vous-même les réactions qui vont suivre. L'argent que je donnais avant, je ne vais plus donner. Ce que je faisais avant, je ne vais plus faire ça. Tout ce que l'homme a uni là, si c'est le plan de Dieu, ça peut prospérer. Mais si ce n'est pas le plan de Dieu, et c'est les humains qui ont fait le plan sans voir le côté spirituel, sans voir comment le demain, ça sera le demain, tout ça là peut amener le divorce. Œil pour œil, dent pour dent, tel est le système qu'applique la loi du talion. Faut-il rendre le mal pour le mal ou prioriser une option plus pacifique? Des citoyens ont également donné leur avis sur la loi du talion. On les écoute. Que ce soit les lois de la nature, que ce soit les prescriptions du Coran ou de la Sainte Bible, Dieu a dit de ne pas juger. Alors quand certaines personnes pensent qu'il faut aller dans le sens de œil pour œil, dent pour dent, il serait souhaitable que dans la demande de laisser celui qui vous a offensé et de prier pour lui, il serait bien de ne pas se rendre justice soi-même. Le mal, pas le mal, non. Je pense que d'abord il faut laisser le bon Dieu juger. Si quelqu'un vous fait du mal, vous allez voir, même s'il échappe sur cette terre, dans l'au-delà, il aura pour son compte. Il ne faut jamais rendre le mal par le mal. Puisque nous sommes tous créés par l'Éternel des armées. Quand quelqu'un te fait du mal, il suffit de prier pour lui.
que ce soit de manière naturelle ou de manière divine, la justice se rendrait. Donc, je ne conçois pas que nous soyons dans la dynamique de rendre le mal par le mal. Au contraire, il faut prier pour celui-là qui nous a offensés, pour qu'il change et pour que demain, il puisse constater que le mal qu'il nous a fait nous a aidé à grandir et que lui-même pouvait éviter de se faire ce mal-là et grandir aussi. Il y a dans certains cas, bon, vous pouvez chercher à vous venger, mais bon, ce qui est plus conseillé c'est qu'il faut laisser au bon Dieu de juger. Et je préfère ça en tant qu'un musulman, un fidèle musulman. Mais s'il a commis une adultère avec ma femme, cela veut dire que c'est la femme qui a d'abord accepté. Je prends mes précautions pour laisser la femme à lui et c'est fini. Ils étaient au micro de Francis Fahami. Actualité hors de nos frontières, des discussions sont en cours entre la RDC et les États-Unis sur un accord minier. Le département d'État américain l'avait évoqué il y a une dizaine de jours. Cette fois-ci, c'est le président congolais qui donne des détails sur cette initiative. Il faut noter que c'est dans 2 interviews accordées aux journalistes de Figaro et en France et à la chaîne Fox News aux États-Unis qu'il s'est prononcé. Félix Tshisekedi évoque un partenariat gagnant-gagnant et il dit mettre en avant l'accord minier revu avec la Chine l'année dernière. L'objectif visé, c'est la création d'une chaîne de valeur ajoutée avec la transformation des minerais. Ici en RDC, chez lui en RDC, le président congolais dit ne pas vouloir brader les ressources de son pays. Ce ne sont pas des accords à la va-vite comme je l'ai entendu, a-t-il ajouté. Pour sauver le régime. Le président congolais explique aussi que ces discussions ont commencé en 2019, déjà avec l'administration Trump, mais l'arrivée du Covid avait suspendu ces négociations. Toujours, selon Tshisekedi, le dossier avait été remis sur la table de l'administration avec l'administration Biden et on reprenne de plus belle avec le retour de Donald Trump. Ces ressources minières sont importantes pour les Américains. Détail sur Fox News, Félix Tshisekedi. Autre information dans cette édition, ce jeudi 20 mars, Volodymyr Zelensky a demandé que les sanctions internationales contre Moscou restent en place jusqu'à ce que la Russie commence à se retirer du territoire ukrainien. Des sanctions doivent rester en place jusqu'au début du retrait russe de notre territoire et tant que la Russie n'aura pas entièrement compensé les dommages causés par son agression, a plaidé le président ukrainien lors d'un échange vidéo avec les dirigeants des 27 États membres de l'UE réunis en sommet à Bruxelles. On parle sport dans cette édition. Le Bénin défie le Zimbabwe ce jeudi dans le cadre de la 5e journée de qualification pour la Coupe du Monde 2026. Mercredi, au 3e jour des préparatifs, les Guépards ont pris des repères de la pelouse du stade Moses Mabida à Durban en Afrique du Sud. Le point avec cet onglé Larius Adjagweno Tchesugo. C'est des Guépards totalement affûtés que nous voyons en compagnie de leur staff de préparateurs. Tous engagés pour aller chercher la victoire face à l'équipe du Zimbabwe. Souris aux lèvres et décontractés, ils se montrent prêts et confiants pour les affronts. Nous sommes sur le stade Moses Mabida à Durban, en Afrique du Sud. La journée a été rythmée par la traditionnelle conférence de presse et les séances d'entraînement dirigées par le sélectionneur national. Tout l'état d'esprit du groupe qui est exemplaire et que je souhaite conserver. C'est pour ça que ce groupe est là pratiquement inchangé avec, j'espère, la même réussite que nous avons eue dans les 2 derniers matchs. Il est 18h30.
Le capitaine des Guipa prend le relais avec sa conférence. Aujourd'hui, ce qui fait notre force, c'est la solidarité, c'est ce qu'on met sur le terrain, c'est l'envie, c'est la rage de vaincre, c'est la rage de prouver que justement on est capable de réaliser de grandes choses, même si sur le papier on n'a pas les plus grands noms. L'équipe a enchaîné à 19h avec son entraînement officiel. Cette rencontre face au Zimbabwe revêt une importance capitale pour les Guipa qui doivent impérativement prendre des points pour se rapprocher de la qualification. Après une préparation intense, l'équipe béninoise compte sur son collectif pour faire la différence face aux Warriors du Zimbabwe. Les supporters béninois attendent avec impatience cette confrontation, espérant voir leur équipe briller sur la pelouse du stade Moses Mobida. La Zimbabwéenne Kirsty Coventry a été élue aujourd'hui présidente du Comité international olympique à l'issue du premier tour de scrutin lors de la 144e session du CIO à Costa Navarino en Grèce. Avec 49 voix, l'ancienne championne de natation est arrivée largement en tête des votes devant 6 autres concurrents et devient ainsi la première femme présidente dans l'histoire CIO. Elle succède ainsi à l'Allemand Thomas Bach à la tête de l'instance fêtière du dit mouvement. Mesdames, Messieurs, sur cette information prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée à toutes et à tous.